Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la fiabilité de cette Citroën C3 que vous avez déjà vu il y a quelques temps sur la chaîne en essai. Donc je vous laisse retrouver l'essai si vous avez besoin d'avoir des informations liées à la conduite et l'utilisation de cette voiture. Là aujourd'hui c'est la fiabilité, donc on va essayer de parler des différents points de cette génération de Citroën C3. C'est la deuxième génération. On va parler spécifiquement aujourd'hui des versions diesel HDI, puisque c'est des voitures qui sont vendues à l'époque en essence ou en diesel, mais il n'y avait pas de gamme comme aujourd'hui hybride, électrique, etc. sur des citadines. La C3 deuxième génération, c'est la C3 qui est sortie entre 2009 et 2017. Et en 2017, la C3 de troisième génération est sortie et la quatrième génération vient juste de sortir en 2024. Voilà, donc on va faire une revue de fiabilité de cette voiture en commençant par la partie extérieure. Avant de passer à la partie extérieure, on va faire comme d'habitude, faire le relevé de kilométrage. Et comme d'habitude, j'en profite pour préciser, donc là c'est bien, il n'y a pas besoin de mettre la clé de contact, on perd pas de temps. 161 000 km pour cette C3 HDI. Celle-ci est de 2015, c'est une phase 2. Comme d'habitude, je le répète systématiquement, je fais des vidéos pas pour parler spécifiquement de cette voiture, mais à chaque fois c'est pour le prétexte du modèle. Donc là on a une voiture qui se présente à nous, on va parler du modèle. Et comme ça, ça permet de l'évoquer. Celle-ci a plus de kilomètres que la moyenne. Elle est peut-être en moins bon état que la moyenne, mais ça ne veut pas dire que quand je vais parler des défauts, ce sera spécifiquement sur celle-ci. Ce sera sur l'ensemble des C3 disponibles sur le marché. Évidemment, c'est en fonction des voitures que je vois vis-à-vis de mon activité professionnelle, de ce que je peux voir et faire sur des bilans. Si vous avez besoin de bilan, n'hésitez pas à me contacter, même à m'envoyer un mail pour des renseignements. Aucun problème, avec plaisir. Après cette petite interlude, on va pouvoir commencer par la partie extérieure de cette C3 de cette citadine française, en commençant donc par ce qu'on va voir d'abord, c'est la carrosserie, c'est l'ensemble de la peinture d'ailleurs, même avant de détailler les éléments de finition. Alors je dirais que comme d'habitude chez PSA et chez PSA sur les citadines, la qualité de la peinture est assez moyenne. Il n'y a pas de recherche particulière de qualité, je trouve, chez eux. Alors c'est vrai que c'est des citadines et c'est vrai que c'est pas des voitures qui étaient très chères. Les C3, elles étaient un peu moins chères que les 207. Surtout, elles avaient l'avantage d'avoir des remises commerciales relativement importantes. Quand bien même les carrosseries, je trouve que la qualité des peintures est moins pire que sur la C3 première génération, mais elle est quand même assez, je dirais pas jusqu'à médiocre, mais c'est, on va dire, à peine acceptable. La différence, déjà globalement, elle est peinte assez finement, alors pas comme une voiture japonaise. Les japonais là-dessus sont vraiment les asiatiques d'ailleurs, même de manière générale, ont des qualités de peinture extrêmement fines. Le moindre impact, ça marque très très vite. Là sur les C3, c'est un peu moins le cas, mais ça reste fin, et la qualité d'application, on a souvent des C3 avec même des peintures d'origine où il y a de la peau d'orange qui s'installe même en neuf. Alors bon, là ça se voit peut-être pas spécialement à la caméra, mais là je trouve que l'aspect est pas très bien fait. Et également, c'est des voitures qui peuvent, alors c'est moins le cas qu'avant, mais quand on commence à le voir avec des vernis qui sont extrêmement fragiles. C'est moins le cas que sur la C3 première génération, mais c'est quand même pas la panacée, c'est pas le Pérou. Donc globalement, la qualité de la peinture est pas terrible. La qualité des feux avant, là, ça se ternit extrêmement vite. En plus, ils sont extrêmement grands malheureusement sur ce modèle-là, donc c'est un truc qu'on voit très vite. En soi, c'est pas des choses qui sont dramatiques et mais ce qui est toujours ennuyeux dans ces configurations-là et dans ces cas de figure-là, c'est que ça donne pas envie de l'acheter. Et si vous l'avez acheté neuf et que vous n'avez pas fait super attention à votre voiture, évidemment il y a toujours des gens qui font extrêmement attention, qui mettent leur voiture sous bâche ou machin dans des garages chauffés et tout, mais on va dire que c'est pas la grande majorité des voitures disponibles sur le marché. Et il y a un aspect vieillissant plus important que la moyenne, je trouve. Quand vous avez des feux ternis, une peinture avec une qualité d'aspect assez moyenne, là, enfin je sais pas si on le voit là, mais je trouve que ça fait quand même assez peau d'orange. Et j'en ai eu des neuves ou des quasiment neuves par mon travail, donc c'est pas que aujourd'hui, c'est pas que celle-là.
c'est pas terrible quoi. La C3 en termes d'aspect extérieur, c'est pas fou. Face avant, en plus de ça, on rajoute sur le fait que, comme très souvent chez PSA, là, les décrochements au niveau des pare-chocs, enfin voilà, il y a des jours comme ça, c'est pas rêvé quoi. Je veux dire, les alignements, c'est pas terrible. Là, les pare-chocs, souvent, ça a tendance à s'abîmer. Et en plus de ça, moi, où je trouve qu'il y a un recul, alors il y a un gain, on va dire, esthétique, parce que quand c'était neuf, c'était sympathique, on va dire, par rapport à avant. C'est que avant, sur la C3 première série, vous aviez encore des baguettes latérales de protection. Là, sur une C3 comme ça, vous n'en avez pas. Et du coup, toutes ces petites rayures là, ça marque direct et ça donne un aspect moins sympathique. Donc globalement, j'ai envie de dire que ça a progressé un petit peu, mais c'est franchement... c'est pas loin de bas de gamme, c'est à peine au-dessus de bas de gamme. Il y a quelques mois, j'ai fait la Fiat Panda. Pour moi, il n'y a pas de différence de qualité entre les deux. C'est une voiture qui était quasiment 2 fois plus chère, alors qu'il va peut-être proposer d'autres prestations sur la route. Et encore, sur les modèles de base, il y a match, voire la Panda, ça peut être mieux. Mais l'effort financier consenti pour avoir ça, c'est pas fou. Pareil, le reste des alignements, là, on peut voir ici, il y a une sorte d'écart. J'avais dit la même chose sur la DS3. La DS3 partage la même configuration, enfin la même carrosserie. Enfin, c'est pas la même carrosserie, mais le même châssis, les mêmes données de fabrication, etc. que cette voiture. C'est la même plateforme. Voilà, je cherchais le mot. Et la DS3, c'était pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Ben, voilà, ça, là, le scotch, là, machin ici. Voilà, on aurait pu faire mieux. Là, pareil, c'est du scotch ici. Je l'accepte plus facilement sur ça que sur la DS3 qui avait un niveau de prix extrêmement aberrant. Mais là, voilà, c'est pas top. Les feux, c'est pas terrible. La peinture, c'est pas terrible. Les alignements, c'est pas terrible. On perd les protections latérales, donc la carrosserie marque vite. Donc quand vous en cherchez une, c'est très dur de trouver une voiture extrêmement nickel ou extrêmement propre avec sa peinture d'origine. Très très dur de trouver une C3 comme ça. Pourtant, celle-là, elle a pas 10 ans. C'est sûr que celle-là, elle a vu une vie en Ile-de-France peut-être assez chargée, je dirais. Mais franchement, c'est compliqué d'avoir une belle C3 d'un point de vue aspect extérieur. Et je trouve ça quand même assez dommage de ce côté-là. Deuxième point sur cette Citroën C3 que l'on regarde comme d'habitude, c'est ce que j'appelle moi les consommables, donc on va dire les pièces d'usure. Avant de passer à la partie intérieure, on va partir sur les pièces d'usure des C3 de deuxième génération. Alors c'est une voiture, comme je disais, qui partage la plateforme avec la DS3 entre autres, et donc c'est une plateforme qui globalement au niveau des trains roulants est très agréable à conduire et qui pose pas particulièrement de problèmes à l'utilisation. On peut malgré tout noter parfois quelques problèmes de couinement sur le train avant. Ça peut être différentes pièces qui peuvent poser problème, soit les triangles, soit les amortisseurs, soit les ressorts ou les coupelles. Il y a différents points à essayer de déterminer en termes de claquement, couinement qui peuvent arriver sur ces voitures-là. Donc il faut prendre note de ce côté-là. L'usure des pneus, si la voiture est bien réglée, pas accidentée, etc., elle est très correcte, voire même très très correcte. On est dans la très haute moyenne de la catégorie. On peut espérer faire un tas de kilomètres avec ses pneus arrière et ses pneus avant. Franchement, de ce côté-là, c'est très bien. Le système de freinage également est plutôt performant et en plus de ça, il est assez endurant. Donc c'est une voiture d'un point de vue des consommables est plutôt bien née. On a également eu un progrès sur cette voiture au niveau des lignes d'échappement par rapport aux C3 première génération. Les échappements des C3 première série, comme à l'époque les Xara, les 306, etc., les pots d'échappement, ils tenaient quelques dizaines de milliers de kilomètres, mais après ils lâchaient. Là, sur ces C3, encore plus en diesel, sur la partie hors catalyseur et AD Blue qu'on va aller explorer tout à l'heure, mais c'est la partie, on va dire, silencieux intermédiaire, plutôt solide. Donc globalement les consommables sont plutôt ok. Je vais rajouter aussi, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, en termes d'entretien, c'est les voitures qui demandent une révision tous les 20 000 km. Je pense moi qu'il est préférable par expérience de faire un entretien par an si vous n'atteignez pas ce type de kilométrage. Il ne faut pas attendre 2 ans, il faut plutôt le faire une fois par an. Ça coûte un petit peu plus cher, mais sur le long terme vous êtes gagnant. Donc un entretien par an qui n'est pas excessif, les pièces ne sont pas excessives. L'avantage que ce soit des voitures un peu basiques et une voiture qui a été très bien diffusée en France, il y a à peu près 600 000 exemplaires qui ont été vendus entre 2009 et 2016, c'est que c'est une voiture qui est très diffusée, très répandue.
Donc pas de problème pour se procurer des pièces, même des pièces d'occasion. Vous cherchez un rétroviseur, pas un phare parce qu'ils sont tous pourris, mais vous cherchez un rétroviseur, une porte ou un appuie-tête, je dis n'importe quoi, a priori vous allez trouver la pièce assez tranquillement, assez facilement, et avec un peu de chance à la bonne couleur. Donc bonne disponibilité de pièces, un entretien qui est modéré en termes de coût au garage et pas de faiblesse particulière, si ce n'est à vérifier au niveau du train avant quelques claquements et quelques usures qui peuvent se faire, et des fois c'est un petit peu difficile à détecter quel est l'élément réellement usé sur la voiture. Donc on va dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas rien à déclarer de négatif sur ce côté-là. Troisième point, c'est la partie intérieure de cette voiture. Alors la C3, elle a deux niveaux de gamme, on va dire, très distincts. En tout cas, sur les C3 deuxième génération phase 1, essentiellement, on avait deux possibilités réelles de finition. Globalement, les plastiques, les portes, en termes de plastique, on voit que c'est très grossier, c'est très bas de gamme, c'est du plastique pas terrible. On peut voir également que la porte de boîte à gants est faite dans la forme et ce qu'elle est, elle est travaillée, on va dire, mais la qualité des matériaux, elle est pas terrible. Pareil, la console, etc. Les matériaux sont assez basiques. Malgré ça, ils ont essayé de faire un effort, parce que la C3 première génération c'était vraiment pas terrible de ce côté là, et ils ont fait un effort et un certain nombre de progrès sur la partie haute de la planche de bord. On peut voir ici que c'est gaufré, ça fait une sorte de tissu. Ils ont fait plusieurs matières, ce qui fait illusion en termes de qualité de matériaux et qui donne quelque chose d'un peu supérieur. Ils ont également travaillé un peu les formes, ils ont arrêté avec leurs aérateurs ronds sur cette voiture, ce qu'il y avait sur la C3 première série qui était vraiment bas de gamme, et sur les C3 de niveau supérieur, ils avaient ajouté cette finition un peu laquée sur le piano, enfin le look piano on va dire, sur les planches de bord. Ça a apporté quelque chose. Quand vous avez une C3 utilitaire ou bas de gamme ou machin, vous n'avez pas ça, ça fait une planche. Ici vous avez les trois boutons de clim actuel, voire même sans climatisation pour la très bas de gamme, et ici c'est pas gaufré non plus. Et là on a un tableau de bord qui est franchement digne quasiment d'une AX première génération, donc c'est pas terrible. Et là quand on a cette finition, ça donne un peu plus d'allant, ça donne un peu plus d'entrain et de goût, ça signe un peu mieux la voiture, et ça augmente un peu la qualité perçue. C'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs matières, la forme, bon, elle est ce qu'elle est, peu importe, on aime, on n'aime pas, voilà. Et il y a on va dire qu'il y a une certaine recherche de ce côté-là. La qualité du cuir sur le volant, elle est vilaine, voilà, c'est de la qualité franchement pas, voilà, c'est comme les 207, voilà, c'est pas terrible. Bon, voilà, la qualité des matériaux est plutôt correcte. Les assemblages, souvent les C3 vont avoir des petites vibrations qui sont à droite, à gauche, surtout sur les HDI. Donc parfois on a des plastiques bas de gamme mais bien assemblés. Là c'est plutôt moins bien que la moyenne de la catégorie de ce côté là. Donc on a une qualité générale à l'intérieur qui est en progrès par rapport à la C3 première du nom, donc il faut le signaler, mais qui reste assez inférieure à ce qu'on peut trouver chez les concurrentes. Donc c'est pas la joie, mais c'est quand même en progrès. On va leur accorder ce petit point supplémentaire. Et on va leur amener un autre point, c'est que par rapport aux anciennes productions de chez PSA, globalement c'est une voiture d'un point de vue électronique où c'est assez bien maîtrisé. On n'a pas de problème de compteur en particulier. Ça, avant les 206 et tout, c'était catastrophique. Il y avait problème de compteur, les Saxo, etc. Il y avait des compteurs qui lâchaient. L'écran multimédia, alors quand on a cette version là d'écran, je vais retrouver la clé, là on n'a pas le GPS, c'est juste l'écran illusion, donc évidemment aujourd'hui ça fait obsolète, mais il y a une dizaine d'années c'était plutôt pas mal. S'il veut s'allumer,
Alors il est long à l'allumage, mais par contre une fois qu'on interagit dessus, on va dire il va assez vite. La climatisation, les écrans ils bougent pas. Là vous voyez, si on peut tourner assez rapidement la station de radio et trouver ce qu'on veut, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'Orchestre National de Bretagne. On n'est pas embêté, par contre il n'y a pas de GPS, il n'y a rien du tout sur celle-là. Quand on a le GPS, c'est les anciens systèmes GPS MyWay. Bon, aujourd'hui c'est assez obsolète, mais à l'époque c'était plutôt pas mal. Il y avait un système 3D, etc. C'était bien. Globalement, l'électronique sur la C3 pose pas de problème, donc c'est également un bon point. On est content de ce côté-là. Pas de problème électronique. Les sièges, ils ont un meilleur vieillissement que ce qu'on pourrait espérer. D'ailleurs, les C3 globalement et les Citroën de manière générale ont un meilleur vieillissement de siège. Je pense que c'est dû à leur forme que les Peugeot, qui sont souvent des voitures que l'on compare puisqu'elles font partie du même groupe. Et les Citroën, globalement, au niveau des mousses, etc., elles tiennent plutôt bien. Les tissus ont du mal à se craquent beaucoup moins que sur une 207 par exemple. Donc également c'est un bon point là-dessus. Tout n'est pas à jeter dans cette C3 par rapport à une 207 par exemple, surtout qu'on a en général un prix d'achat un petit peu inférieur, donc ça boude pas notre plaisir. Donc de ce côté-là, on est plutôt bien. On pourrait aussi relever 2 points avant de passer à la partie mécanique. C'est qu'on a parfois la jauge à carburant qui n'est pas très précise sur les C3, mais c'est plutôt isolé, c'est plutôt sur les premières séries. Et sur les versions haut de gamme ou sur des versions optionnelles, on a une possibilité d'avoir le pare-brise Zénith. Donc le pare-brise Zénith, en gros, il vient jusque là, quoi, grosso modo. On se retrouve avec le rétro intérieur quasiment à la moitié du pare-brise. Et quand on a ce pare-brise Zénith, au-delà du fait qu'il coûte extrêmement cher à remplacer, si vous avez besoin de le remplacer, il donne très souvent beaucoup de bruit de vent. Donc là on ne l'a pas, donc on ne va pas constater de bruit de vent sur celle-ci, mais il faut s'assurer que la voiture ne fait pas de bruit de vent sur l'autoroute ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver, ça peut être assez désagréable, et malheureusement il n'y a pas vraiment de solution à apporter technique. Ah, le fameux moteur 1.6 HDI. Là, on a la joie d'avoir la deuxième et on va dire quasi dernière évolution de ce qu'on peut trouver sur l'1.6 HDI. Là, c'est une version à puissance qualifiée de modeste puisque c'est un 75 chevaux. Faut savoir que cette C3-2 a reçu l'1.4 HDI comme petit moteur, donc qui globalement ne pose pas de problème particulier si ce n'est au niveau essentiellement des transmissions. Après on a l'essentiel du marché est porté sur ces 1.6 litre. Les 1.6 HDI, ils ont eu 2 générations, on va dire. Ils ont eu les versions 16 soupapes et les versions 8 soupapes. Les versions 16V, je vous laisse voir ce que j'en pense, c'est une catastrophe. Les versions 8 soupapes comme ici, elles ont progressé. Elles ont progressé sur différents points. Il y a une culasse qui a été modifiée, donc il y a moins de casse moteur sur ces versions-là. Par contre, on a toujours les problèmes d'injecteurs, de vannes EGR, de joints d'injecteurs ou même d'injecteurs complets à remplacer. Et les turbos sont pas terribles, mais malgré tout c'est quand même mieux qu'avant. On a un taux de panne qui est plus élevé que chez Renault par exemple. 1.5 litre DCI est un meilleur moteur pour moi dans son ensemble que ces 1.6 litre HDI. Malgré tout, on a un progrès sur ces versions 8 soupapes, que ce soit les 75, 90 ou 115. 112, 115. Par contre, là, sur ces ultimes évolutions d'1.6 HDI, ils nous ont collé la magnifique douceur du AD Blue. L'AD Blue, donc c'est vous avez un système de réservoir complémentaire avec une seringue qui injecte ce fameux carburant annexe AD Blue qui complète donc ce qu'on voit dans les stations-service, qui vous permettent de réduire la consommation de carburant. Sauf que ces réservoirs, de par leur conception fâcheuse, ont tendance à se boucher, se colmater, voire s'aspirer, et donc les réservoirs sont HS. Et on est obligé très souvent de remplacer l'entièreté du système qui coûte extrêmement cher, je trouve, pour ce que c'est. Parce que ça coûte, on va dire, entre 1000 et 2000 euros, on va dire, en fonction des versions, etc., de la main-d'œuvre et de l'emplacement chez qui vous faites faire cette opération. Donc c'est extrêmement cher. Et du coup, évidemment, l'économie de carburant réalisée, on va dire, de 0,2 à 0,5 litres au 100, elle est très vite absorbée par cette magnifique défaillance technique.
Idéalement, si vous cherchez une C3 en litis HDI, il faut peut-être partir sur une version sans AD Blue, donc les versions, on va dire 2013 par exemple. C'est peut-être l'idéal sur ces versions-là, puisque vous bénéficiez de la version fiabilisée, qui est quand même pas terrible, faut l'avoir en tête, mais qui est quand même fiabilisée, et vous n'avez pas l'AD Blue. Là, sur ces versions Blue HDI, donc celle-ci c'est une 75 chevaux, en Blue HDI, quand vous avez cette version-là, vous avez malheureusement ces systèmes de anti-pollution plus qui est catastrophique et qui se rajoute à la problématique des vannes EGR et des injecteurs. On a malgré tout l'avantage par rapport à une 112-115 d'un litis HDI Blue HDI, on a l'avantage d'avoir un turbo simplifié qui est un petit peu plus fiable de manière générale. Et on a un embrayage vent moteur, on va dire simplifié, donc un petit peu plus fiable. Donc au lieu de lâcher peut-être à 150 000, il va lâcher à 180 000. Et comme il est également simplifié, il coûte un petit peu moins cher, donc on gagne un petit peu de ce côté-là. Je vous conseille vivement malgré tout d'acheter une version peut-être un litis HDI 90 chevaux et en version 2013 pour avoir la version fiabilisée et la version la plus simple possible, puisqu'en plus de ça la différence de perf entre une 90 et une 112 elle n'est pas extraordinaire si ce n'est à haut régime. Voilà, globalement c'est pas terrible, l'un litis HDI ça ne l'a jamais été, c'est un peu mieux sur ces deuxièmes séries. L'avantage c'est que comme c'est de la merde, et il y a quand même pas mal de personnes qui savent les réparer et qui savent gagner de l'argent sur le dos de personnes ayant l'obligation d'utiliser ce genre ou peu éclairé et qui ont l'obligation d'utiliser ce type de mécanique. Et là, il en résulte la note. Une note qui est... parfois, tu as envie d'être sévère sur une voiture, des fois, tu n'as pas envie. Et là, je ne sais pas quoi faire. Quand je prends beaucoup de points, il y a des points négatifs, des points positifs. Ça reste une voiture avec une qualité assez médiocre d'un point de vue, qualité de fabrication, je dirais. Le 1 litre 6 HD avec le Blue HDI, bon, il y a des mecs qui font énormément de kilomètres avec, mais avec un entretien qui coûte plus cher qu'un 2 litres HDI. Mais ça, malheureusement, comme je l'expliquais sur la vidéo de la E91, c'est le lot de la modernité et des choix politiques d'obliger à un certain niveau de contrôle de pollution. Citroën n'a pas fait exception à ça, tout comme BMW la dernière fois, et finalement on se pose sur la même problématique, c'est que c'est des voitures qui sont parfois on est obligé d'acheter et du coup on prend le moins pire. Pour moi c'est pas la pire de la catégorie, surtout donc cette C3 deuxième génération, c'est pas la pire parce que en termes de prix c'est beaucoup plus abordable qu'une Clio, par exemple, qu'une Clio 4 qui est pour le coup pas beaucoup mieux d'un point de vue qualité de fabrication, mais qui est beaucoup plus cher en termes de prix. Donc c'est une voiture, malgré tout, je ne vais pas être très sévère avec, je vais lui proposer un 12/20 sur celle-ci. C'est mieux que la 207 pour moi, parce que ça coûte moins cher. Et puis ça offre un certain nombre d'agréments supplémentaires. Est-ce que c'est mieux que la 208? Je pense aussi, parce que ça coûte évidemment moins cher et que pour moi, de toute façon, on ne prend pas de plaisir à avoir une 208 ou une C3. Donc, vaut mieux une C3 qu'une 208, vaut mieux une Clio 3 qu'une C3, mais c'est kiff-kiff entre la C3 et la Clio 4, parce que la Clio 4 est plus chère, mais l'1,5 litre DCI est meilleur. 12/20, c'est pour moi la note de ces C3 HDI 1 litre 6 ou 1 litre 4 au choix du propriétaire. C'est à vous de voir. Merci à vous pour votre fidélité. Merci encore de commenter régulièrement, d'être là chaque semaine présent sur les vidéos du Garage PTS et d'être présent également sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Merci encore à vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.